Le soleil d'automne filtrait à travers les immenses baies vitrées du château de Montclair, projetant des ombres dorées sur les marbres italiens du grand salon. Philippe Dubois, l'un des hommes les plus riches de France, se tenait debout devant la cheminée monumentale, ses mains crispées sur le manteau sculpté. À 62 ans, cet empire industriel qu'il avait bâti de ses propres mains lui semblait soudain bien vide, sans la présence de sa défunte épouse, Marguerite, décédée 6 mois plus tôt dans un accident de voiture qui avait bouleversé toute leur existence. Le silence oppressant de cette demeure de 15 chambres lui pesait chaque jour davantage, mais c'est surtout le regard triste de son fils unique, Thomas, âgé de 12 ans, qui lui brisait le cœur et l'amenait à prendre une décision qui allait changer leur vie à jamais. Thomas était un garçon intelligent et sensible, aux cheveux châtains bouclés et aux yeux verts perçants qui rappelaient tant ceux de sa mère disparue. Depuis la mort de Marguerite, l'enfant s'était refermé sur lui-même, passant ses journées dans sa chambre ou errant seul dans les vastes jardins du domaine familial, évitant les regards compatissants du personnel et les tentatives maladroites de son père pour combler le vide laissé par l'absence maternelle. Philippe avait tout essayé. Les voyages coûteux dans les plus beaux endroits du monde, les cadeaux les plus extravagants, les meilleures écoles privées, mais rien ne semblait redonner à son fils cette joie de vivre qu'il habitait autrefois lorsque Marguerite était encore parmi eux pour illuminer leur journée de son rire cristallin et de sa tendresse infinie. Ce matin-là, Philippe avait pris une décision radicale qui allait faire scandale dans tous les cercles de la haute société parisienne. Il allait se remarier, non pas par amour, mais par pragmatisme, pour offrir à Thomas une nouvelle mère qui saurait lui redonner le bonheur perdu. Mais plutôt que de choisir lui-même sa future épouse, selon ses propres critères d'homme d'affaires, habitué au calcul et aux stratégies, il avait décidé de laisser ce choix crucial à son fils, estimant que lui seul pourrait identifier celle qui serait capable de combler le vide immense laissé par Marguerite dans leur foyer endeuillé. Si cette histoire vous plaît jusqu'à présent, n'hésitez pas à laisser un j'aime pour nous encourager à continuer. Et dites-nous en commentaire, que pensez-vous de cette décision surprenante de Philippe? Trouvez-vous qu'il a raison de laisser son fils choisir sa future belle-mère? Philippe avait fait appel à la plus prestigieuse agence matrimoniale de Paris, dirigée par Madame Victoire de Castellane, une femme de 60 ans à la réputation irréprochable qui comptait parmi sa clientèle l'élite européenne en quête d'unions avantageuses. Dans son bureau lambrissé du 16e arrondissement, aux murs ornés de portraits d'ancêtres aristocrates, Madame de Castellane avait écouté avec un étonnement croissant la requête particulière de Philippe Dubois, ne cachant pas sa perplexité face à cette approche si peu conventionnelle du mariage dans leur milieu social où les alliances se négociaient généralement selon des critères bien établis de fortune, de lignée et d'influence politique ou économique. « Monsieur Dubois, avait-elle dit en ajustant ses lunettes de lecture Cartier, je comprends votre désir de voir votre fils heureux, mais confier un choix si important à un enfant de 12 ans me semble, comment dire, quelque peu risqué. Le mariage dans notre société répond à des codes précis, des équilibres subtils entre les familles, des considérations patrimoniales qui dépassent largement les sentiments d'un adolescent, si touchant soit-il. » Mais Philippe était resté inflexible, expliquant que son immense fortune lui permettait de se passer de considérations financières et que seul le bonheur de Thomas comptait désormais à ses yeux, même si cela devait choquer les bien-pensants de leur cercle social, habitués au mariage de convenance et aux calculs matrimoniaux. Madame de Castellane avait donc établi une liste de 5 candidates parfaites selon les critères traditionnels de son agence. Isabelle de Montmorency, héritière d'une famille de banquiers, diplômée de Sciences Po et parlant couramment 6 langues. Céleste Rothschild-Beaumont, veuve fortunée d'un magnat de l'immobilier, mère de 2 enfants bien élevés et connue pour son engagement caritatif. Aurélia Delacroix, antiquaire réputée, spécialisée dans les œuvres d'art françaises du XVIIIe siècle et possédant une galerie très cotée, place Vendôme. Vivienne de Broglie, ancienne diplomate reconvertie dans le conseil en communication de crise pour les grandes entreprises. Et enfin, Séraphine Montclair, pas de relation familiale malgré la similarité des noms, propriétaire de vignobles dans la vallée de la Loire et experte en œnologie internationale. Chacune de ces femmes exceptionnelles avait été soigneusement sélectionnée pour sa capacité présumée à s'intégrer harmonieusement dans l'univers sophistiqué des Dubois, à gérer avec élégance
les obligations sociales liées à leur rang, et surtout à offrir à Thomas l'éducation raffinée et les relations mondaines qui convenaient à un héritier de sa condition. Philippe avait organisé une série de rencontres informelles au château, présentées comme de simples dîners entre amis, pour permettre à Thomas d'observer ses candidates sans pression particulière, espérant que l'instinct de son fils le guiderait vers celle qui saurait réveiller en lui cette étincelle de bonheur qu'il n'avait plus vu briller dans ses yeux depuis la disparition tragique de sa mère bien-aimée. Le premier dîner eut lieu un vendredi soir, avec Isabelle de Montmorency, une femme élégante de 38 ans aux cheveux blonds parfaitement coiffés et au maintien irréprochable qui parlait d'économie internationale avec une aisance remarquable. Elle s'était montrée charmante avec Thomas, lui posant des questions intelligentes sur ses études et ses centres d'intérêt, mais le garçon était resté poli sans plus, répondant par monosyllabes et s'excusant rapidement après le dessert pour regagner sa chambre. Philippe avait remarqué cette froideur et s'était demandé si son fils n'était tout simplement pas encore prêt à accepter l'idée d'une nouvelle présence féminine dans leur foyer endeuillé. Céleste Rothschild-Beaumont, reçue le mardi suivant, avait apporté ses 2 enfants, espérant que cette approche familiale séduirait davantage Thomas, en lui offrant la perspective d'une fratrie reconstituée. La soirée s'était mieux passée, les enfants de Céleste ayant réussi à arracher quelques sourires à Thomas lors d'une partie de cache-cache dans les jardins illuminés du château. Mais là encore, Philippe avait senti que quelque chose n'accrochait pas vraiment, que son fils participait aux activités par politesse, mais sans véritable enthousiasme, comme s'il remplissait un rôle qu'on attendait de lui sans y mettre son cœur. Les rencontres suivantes avec Aurélia, Vivienne et Séraphine s'étaient déroulées selon le même schéma. Des femmes remarquables, cultivées, pleines de qualités évidentes, mais qui ne parvenaient pas à percer la carapace de tristesse dans laquelle Thomas s'était enfermé depuis la mort de sa mère. Philippe commençait à désespérer, se demandant si son idée n'était pas complètement farfelue et s'il n'était pas en train de torturer inutilement son fils avec ses mises en scène artificielles qui ne ressemblaient en rien aux rencontres amoureuses naturelles dont rêvent la plupart des gens. C'est alors qu'entra en scène Clara Mendoza, une femme de 32 ans qui n'avait jamais figuré sur aucune liste de Madame de Castellane, mais qui allait bouleverser tous leurs plans soigneusement établis. Clara était la nouvelle employée de maison du château, engagée 3 semaines plus tôt après le départ précipité de la précédente gouvernante, partie s'occuper de sa mère malade dans le sud de la France. Ses responsabilités incluaient l'entretien général de la demeure, l'aide à la cuisine et parfois l'assistance pour l'organisation des réceptions quand les Dubois recevaient leurs relations d'affaires. Originaire de Colombie, Clara avait immigré en France à l'âge de 25 ans, fuyant la pauvreté et la violence de son pays natal avec l'espoir d'offrir un avenir meilleur à sa famille restée là-bas. Elle avait grandi dans un petit village des Andes où l'argent manquait cruellement, mais où l'amour, la solidarité et les traditions familiales très fortes ne faisaient jamais défaut, valeurs qu'elle avait conservées malgré les épreuves de l'immigration et de l'adaptation à une culture si différente de la sienne. Clara était arrivée à Paris 7 ans plus tôt avec un visa étudiant, rêvant de faire des études d'infirmière, mais les difficultés financières et administratives l'avaient contrainte à abandonner ce projet pour enchaîner les petits emplois précaires qui lui permettaient de survivre dans la capitale française, tout en envoyant régulièrement de l'argent à sa mère et à ses 3 petites sœurs restées en Colombie. Malgré les humiliations quotidiennes qu'elle subissait parfois en raison de son accent latino-américain et de sa condition d'immigrée sans papiers en règle, elle travaillait avec acharnement dans l'espoir d'obtenir un jour ses documents officiels et de réaliser enfin son rêve de soigner les autres. Malgré ses difficultés financières et les humiliations quotidiennes qu'elle subissait parfois de la part de clients méprisants, Clara avait conservé une dignité naturelle et une gentillesse authentique qui touchaient tous ceux qui la côtoyaient vraiment, au-delà des préjugés liés à sa condition sociale modeste. Ce qui frappa immédiatement Thomas lors de leur première rencontre, c'est que Clara ne cherchait pas à l'impressionner ni à adopter un comportement particulier en sa présence. Contrairement aux candidates soigneusement sélectionnées par son père, elle se contentait d'être elle-même, simple, directe, sans artifice, avec cette chaleur naturelle des femmes latino-américaines qui savent instinctivement créer une atmosphère de bien-être autour d'elles. Lorsqu'elle
croisa le garçon dans le grand escalier de marbre. Alors qu'elle s'occupait de l'entretien des rampes dorées, elle lui sourit naturellement avec cette tendresse spontanée si caractéristique de sa culture et lui dit dans son français teinté d'un léger accent mélodieux « Buenos dia, Thomas. J'espère que mes activités de nettoyage ne vous dérangent pas. » Cette simplicité, cette absence totale de calcul ou de séduction, mêlée à cette douceur latine authentique, toucha quelque chose de profond chez l'adolescent qui en avait assez des adultes qui le traitaient comme un petit prince à conquérir. Au fil des jours, Thomas observa Clara travailler avec une efficacité discrète mais remarquable, s'occupant de l'entretien de chaque pièce avec une attention méticuleuse, aidant à la cuisine lors des grandes réceptions et accomplissant toutes ses tâches d'employé de maison avec une conscience professionnelle qui forçait l'admiration. Elle parlait peu mais toujours à propos, ne se plaignait jamais. Malgré l'ampleur des responsabilités que représentait l'entretien d'une demeure de cette taille, et surtout, elle était la seule personne depuis la mort de sa mère à ne pas le regarder avec cette compassion appuyée qui lui donnait l'impression d'être un objet de pitié plutôt qu'un enfant normal. Un matin, alors qu'elle nettoyait la bibliothèque familiale, Clara remarqua que Thomas, installé dans un fauteuil près de la fenêtre, semblait avoir du mal avec ses devoirs de mathématiques. Sans se mêlée de ce qui ne la regardait pas, elle continua son travail, mais quand elle entendit le garçon soupirer de frustration, elle ne put s'empêcher de lui dire gentiment « Les mathématiques, ce n'est pas toujours évident, n'est-ce pas? Moi aussi j'ai eu des difficultés à votre âge. » Thomas leva les yeux vers elle, surpris qu'une femme de ménage s'adresse à lui sur un sujet scolaire, et Clara, sentant sa curiosité, ajouta avec un sourire « Si vous voulez, je peux regarder ce qui vous pose problème. J'ai eu mon bac scientifique avec mention, même si ça ne se voit peut-être pas dans mon métier actuel. » Cette révélation surprit Thomas, qui découvrait que cet employé de maison qu'il voyait chaque jour, sans vraiment y prêter attention, avait en réalité un parcours scolaire remarquable et des connaissances qu'elle n'étalait pas. Clara s'approcha du bureau et jeta un œil aux problèmes de géométrie qui bloquaient le garçon depuis 1 heure. Avec une pédagogie naturelle et une patience infinie, elle lui expliqua la méthode pour résoudre ce type d'exercice, utilisant des exemples concrets et des analogies simples qui rendirent soudain évident ce qui lui paraissait incompréhensible quelques minutes plus tôt. « Vous voyez, » dit-elle en souriant, « parfois il suffit de regarder les choses sous un angle différent pour que tout devienne clair. » Cette première interaction créa un lien particulier entre Thomas et Clara, un lien basé sur le respect mutuel et la simplicité des rapports humains authentiques. Dans les jours qui suivirent, le garçon se surprit à attendre avec impatience les moments où Clara travaillait dans les pièces où il se trouvait, appréciant sa présence discrète mais réconfortante qui ne lui demandait rien en échange. Elle ne cherchait pas à le consoler de la perte de sa mère, ni à combler ce vide par des attentions appuyées, mais elle était là, simplement là, avec sa bonne humeur naturelle et sa façon directe d'aborder les choses qui rappelaient à Thomas qu'il existait encore des relations humaines sincères dans ce monde de convenances et d'hypocrisie qui l'entourait depuis la mort de Marguerite. Clara, de son côté, était touchée par la mélancolie de cet enfant qui essayait courageusement de faire bonne figure, malgré sa peine. Elle reconnaissait en lui la même solitude qu'elle avait ressentie lors de moments difficiles de sa propre existence, cette impression d'être incomprise et de devoir porter un masque pour satisfaire les attentes des autres. Sans jamais outrepasser sa position d'employée de maison, elle s'efforçait de créer autour de Thomas une ambiance de normalité et de simplicité qui lui permettait d'être lui-même, loin des regards scrutateurs des invités de son père et des obligations sociales pesantes qui accompagnaient son statut d'héritier. Un après-midi pluvieux de novembre, alors que Clara nettoyait le petit salon attenant à la chambre de Thomas, elle l'entendit pleurer doucement derrière la porte de sa chambre. Son cœur se serra et, après avoir hésité longuement entre le respect de son intimité et son instinct maternel, elle frappa délicatement à la porte et demanda « Thomas, est-ce que tout va bien? Vous avez besoin de quelque chose ?» La voix étouffée du garçon lui répondit « Non merci Clara, ça va aller. » Mais elle perçut dans ce mensonge poli toute la détresse d'un enfant qui n'avait personne à qui confier sa vraie peine. « Vous savez, » dit-elle à travers la porte, « quand j'avais votre âge et que j'étais triste, ma grand-mère me préparait toujours un chocolat chaud avec de vrais copeaux de chocolat et un nuage de chantilly. Elle disait que c'était impossible d'être malheureux en buvant quelque chose d'aussi délicieux.
Si vous voulez, je peux vous en préparer un. Je ne suis peut-être pas une grand-mère, mais je connais la recette secrète. » Cette proposition, faite avec une tendresse spontanée et sans arrière-pensée, toucha Thomas plus profondément que toutes les consolations sophistiquées qu'il avait entendues jusque-là. 10 minutes plus tard, Clara frappait à nouveau à la porte, portant un plateau avec 2 tasses, fumantes de chocolat chaud, des petits sablés faits maison qu'elle avait apportés de chez elle, et surtout un sourire si chaleureux que Thomas ne put résister à l'envie d'ouvrir sa porte. Ils s'installèrent tous les deux sur le petit canapé près de la fenêtre qui donnait sur les jardins détrempés par la pluie d'automne, et pour la première fois depuis des mois, Thomas se sentit autorisé à parler librement de sa mère, de ce qu'elle lui manquait, de sa colère contre cette injustice qui l'avait privé si tôt de sa présence rassurante. Clara l'écouta sans l'interrompre, sans chercher à minimiser sa douleur, ni à lui servir les phrases toutes faites sur le temps qui guérit toutes les blessures. Elle se contenta d'être présente, de hocher la tête avec compréhension, et parfois de poser une main réconfortante sur l'épaule du garçon quand les larmes lui montaient aux yeux. « Vous savez, » dit-elle finalement avec sa douceur naturelle teintée de cet accent colombien qui donnait une musicalité particulière à ses paroles, « en Colombie, nous croyons que nos êtres chers décédés continuent de veiller sur nous depuis le ciel. Votre maman, elle vous aime encore autant qu'avant. Elle est juste dans un endroit différent maintenant. » Ces mots simples, prononcés avec une sincérité évidente, apportèrent à Thomas un réconfort qu'aucun des discours sophistiqués des psychologues, engagés par son père, n'avait réussi à lui procurer. Dans les semaines qui suivirent cette conversation, Thomas se mit à chercher activement la compagnie de Clara pendant qu'elle travaillait. Il trouvait toujours un prétexte pour traîner dans les pièces qu'elle nettoyait, feignant de lire ou de faire ses devoirs tout en l'observant discrètement. Il était fasciné par sa façon de travailler avec une grâce naturelle, chantonnant parfois des mélodies colombiennes qu'elle lui traduisait quand il le lui demandait. Clara, sensible à cette présence de plus en plus assidue, comprit que ce garçon avait besoin de cette proximité discrète et rassurante, et elle adapta naturellement ses horaires pour être disponible quand il rentrait de l'école ou semblait avoir besoin de parler. Un soir, alors que Philippe rentrait tard d'un conseil d'administration particulièrement difficile, il découvrit une scène qui le bouleversa profondément. Dans la cuisine du château, éclairée par la lumière douce des spots encastrés, Thomas était assis au comptoir central en marbre noir, aidant Clara à préparer des arepas, ces petites galettes de maïs typiques de la cuisine colombienne. Le garçon riait aux éclats en voyant ses tentatives maladroites pour façonner la pâte, tandis que Clara lui expliquait patiemment la technique traditionnelle que sa grand-mère lui avait enseignée dans leur petit village des Andes. Cette joie spontanée, ce rire cristallin qu'il n'avait plus entendu depuis la mort de Marguerite, fit monter les larmes aux yeux de Philippe qui resta quelques minutes dans l'embrasure de la porte, osant à peine respirer de peur de briser ce moment magique. « Papa !» s'exclama Thomas en apercevant son père. « Clara m'apprend à faire des arepas. Tu savais qu'en Colombie, chaque région a sa propre recette et que c'est un plat qui se transmet de mère en fille depuis des siècles, et Clara connaît aussi des histoires incroyables sur les légendes de son pays. » L'enthousiasme de son fils, cette curiosité retrouvée pour le monde qui l'entourait, cette capacité à s'émerveiller à nouveau, tout cela frappa Philippe comme une révélation. Il réalisa soudain que cette femme simple, cette immigrée colombienne que le hasard avait placée sur leur chemin, était en train d'accomplir ce que toutes les candidates soigneusement sélectionnées par Madame de Castellane n'avaient pas réussi à faire, redonner vie à son fils. Clara, embarrassée d'avoir été surprise en train de cuisiner dans la cuisine des maîtres avec le fils de la maison, s'empressa de s'excuser. « Monsieur Dubois, pardonnez-moi. Thomas m'a demandé de lui expliquer comment on prépare les arepas de mon pays, et j'ai pris la liberté d'utiliser votre cuisine sans vous demander la permission. En tant qu'employé de maison, j'aurais dû m'en tenir à mes attributions habituelles. Cela ne se reproduira plus. » Mais Philippe l'interrompit d'un geste de la main, encore ému par ce qu'il venait de voir. « Au contraire, Clara, ne vous excusez pas. Cela fait des mois que je n'avais pas vu Thomas aussi heureux. Continuez, je vous en prie. » Et pour la première fois depuis longtemps, le milliardaire s'assit à sa propre table de cuisine, acceptant de goûter ces galettes exotiques préparées par les mains expertes de cette femme qui était en train de transformer leur existence sans même s'en rendre compte. Le repas improvisé se déroula dans une atmosphère détendue que le château n'avait plus connue depuis la disparition de Marguerite. Clara raconta à Philippe et Thomas des anecdotes de son enfance en Colombie,
des traditions de son village perché dans les montagnes, des difficultés mais aussi des joies de sa famille restée là-bas qu'elle espérait pouvoir faire venir en France un jour. Sa façon naturelle de parler, son humour spontané, sa capacité à transformer les moments les plus simples en instants précieux, tout cela créait une ambiance de convivialité authentique qui contrastait saisissamment avec les dîners guindés que Philippe organisait habituellement avec ses relations d'affaires. Thomas, de son côté, bombardait Clara de questions sur la Colombie, sur sa culture, sur les différences avec la France, montrant une curiosité et une ouverture d'esprit que son père n'avait jamais vues chez lui. « Clara, est-ce que tu pourrais m'apprendre l'espagnol » demanda-t-il soudain, les yeux brillants d'excitation. « J'aimerais pouvoir comprendre quand tu chantes ces jolies chansons en travaillant. » Cette demande spontanée, cette soif d'apprendre et de découvrir, révéla à Philippe que son fils était en train de renaître sous l'influence bienfaisante de cette femme exceptionnelle qui ne cherchait pourtant qu'à faire son travail avec conscience et discrétion. Ce soir-là, après que Clara eut pris congé pour rentrer dans sa petite chambre de bonne située sous les toits du château, Philippe eut une longue conversation avec Thomas dans la bibliothèque familiale. « Dis-moi, mon fils, » commença-t-il en choisissant soigneusement ses mots, « que penses-tu de Clara? Tu sembles apprécier sa compagnie. » Thomas rougit légèrement, comme s'il avait été pris en flagrant délit d'un sentiment secret. « Elle est différente, papa. Elle ne me regarde pas comme si j'étais un pauvre orphelin. À plaindre. Avec elle, j'ai l'impression d'être juste moi-même, tu comprends? Elle ne cherche pas à remplacer maman. Elle ne fait pas semblant de s'intéresser à moi pour te faire plaisir. Elle est vraie. » Cette analyse si juste et si mature de la part de son fils de 12 ans impressionna profondément Philippe. Thomas avait mis le doigt sur ce qui différenciait Clara de toutes les autres femmes qu'il avait rencontrées, son authenticité absolue, son absence totale de calcul, sa capacité à créer des liens sincères sans arrière-pensée. « Et si je te disais, continua Philippe prudemment, que j'envisage de me remarier et que je voulais ton avis sur la personne qui pourrait devenir, comment dire, une nouvelle maman pour toi ?» Thomas le regarda droit dans les yeux avec cette maturité précoce que la douleur lui avait donnée et répondit sans hésitation, « Si c'est Clara que tu as en tête, alors je serais très heureux. Mais papa, est-ce qu'elle accepterait? Je veux dire, elle est si différente de nous, de notre monde. Et puis elle ne sait même pas que tu penses à elle comme ça, n'est-ce pas ?» Cette remarque pertinente de Thomas fit réaliser à Philippe l'énormité du défi qui l'attendait. Comment avouer à une femme de ménage colombienne sans papier qu'un milliardaire français souhaite l'épouser sur les conseils de son fils de 12 ans? Comment lui expliquer que derrière cette proposition se cache non pas un caprice de riche désœuvré, mais un amour sincère né de l'observation de sa bonté naturelle et de l'effet miraculeux qu'elle avait eu sur Thomas? Comment la convaincre que cette union, si invraisemblable soit-elle socialement, pourrait être bénéfique pour tous les trois et leur offrir à tous une seconde chance de bonheur? Les jours suivants, Philippe observa Clara avec des yeux nouveaux, remarquant des détails qui lui avaient échappé jusque-là. Sa façon de caresser discrètement la tête de Thomas quand elle passait près de lui, son sourire spontané chaque fois qu'elle le voyait, sa manière de s'inquiéter sincèrement quand il toussait ou semblait fatigué, sa joie évidente quand il lui montrait ses bonnes notes ou lui racontait sa journée d'école. Il réalisa que Clara éprouvait déjà pour son fils une affection maternelle naturelle, instinctive, qui n'avait rien à voir avec l'intérêt calculé des candidates de Madame de Castellane. Mais Philippe découvrit aussi d'autres facettes de la personnalité de Clara qui le séduisirent progressivement. Sa culture, bien plus étendue qu'on ne pourrait l'imaginer pour une femme de ménage acquise grâce à des lectures assidues et à une curiosité intellectuelle remarquable. Sa dignité naturelle face aux difficultés, sa capacité à voir le bon côté des situations les plus pénibles, sa générosité envers ceux qui avaient encore moins qu'elle, sa beauté aussi, une beauté latine naturelle et chaleureuse qu'elle ne cherchait jamais à mettre en valeur, mais qui rayonnait d'elle-même dans ses gestes gracieux et ses sourires lumineux. Un matin de décembre, alors qu'une première neige recouvrait les jardins du château d'un manteau blanc immaculé, Clara arriva au travail, les joues rosies par le froid et les yeux rougis par les larmes. Thomas, qui l'attendait comme chaque matin dans le grand hall d'entrée pour lui souhaiter bonjour, remarqua immédiatement sa tristesse inhabituelle. « Clara, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il avec cette sollicitude touchante des enfants qui aiment sincèrement quelqu'un. Clara essaya de sourire pour le rassurer, mais sa voix trembla légèrement quand elle répondit «
Ce n'est rien, mi amor, juste des nouvelles un peu tristes de Colombie. Ma petite sœur Esperanza est malade et elle a besoin d'une opération que ma famille ne peut pas payer. » Cette confidence spontanée, arrachée par l'émotion à une femme habituellement si discrète sur sa vie privée, toucha profondément Thomas, qui courut aussitôt trouver son père dans son bureau pour lui rapporter la situation. Philippe écouta le récit de son fils avec une attention grave, réalisant que le destin lui offrait peut-être l'occasion qu'il cherchait pour exprimer ses sentiments naissants envers Clara. « Papa, » supplia Thomas, « il faut qu'on aide Clara. Elle fait tellement pour nous, c'est normal qu'on l'aide à son tour, non ?» Cette générosité naturelle de son fils, ce désir d'aider celle qui avait su lui redonner goût à la vie, confirma à Philippe qu'il avait pris la bonne décision en laissant Thomas guider son choix. Philippe fit immédiatement virer une somme importante sur un compte qu'il ouvrit au nom de Clara, largement suffisante pour couvrir les frais médicaux de sa sœur et même pour faire venir toute sa famille en France si elle le souhaitait. Mais il savait que Clara, avec sa fierté naturelle, refuserait probablement ce qui pourrait ressembler à de la charité. Il fallait trouver un moyen délicat de lui présenter cette aide comme autre chose qu'un geste de pitié condescendante d'un riche envers une pauvre femme de ménage. L'occasion se présenta le soir même, quand Philippe croisa Clara, qui s'apprêtait à quitter le château après sa journée de travail. « Clara » l'interpella-t-il doucement. « Thomas m'a dit que vous traversiez une période difficile avec votre famille en Colombie. J'aimerais vous parler de quelque chose d'important, si vous avez un moment. » Clara, surprise que son patron s'intéresse à ses problèmes personnels, hocha la tête timidement et suivit Philippe jusqu'au petit salon adjacent à son bureau, une pièce plus intime et moins impressionnante que les grands salons de réception du château. « Clara » commença Philippe en choisissant ses mots avec le plus grand soin. « Ces dernières semaines, j'ai eu l'occasion d'observer l'effet extraordinaire que votre présence a eu sur mon fils. Depuis la mort de sa mère, Thomas était enfermé dans une tristesse dont je ne parvenais pas à le sortir malgré tous mes efforts. Vous avez réussi ce miracle en quelques semaines, simplement en étant vous-même, avec votre bonté naturelle et votre sincérité. Je ne sais pas comment vous remercier pour ce cadeau inestimable que vous nous avez fait. » Clara rougit sous ce compliment inattendu, ne sachant que répondre face à cette reconnaissance si officiellement exprimée. « Monsieur Dubois », murmura-t-elle dans son français teinté d'accent. « Colombien, Thomas est un garçon merveilleux qui avait juste besoin qu'on le traite normalement, sans pitié ni condescendance. Je n'ai fait que l'écouter et lui donner un peu d'affection sincère. C'est naturel quand on aime les enfants. » Cette réponse humble et spontanée confirma à Philippe qu'il ne s'était pas trompé sur la personnalité exceptionnelle de cette femme. « Justement, » reprit-il en sortant une enveloppe de sa poche, « j'aimerais que vous acceptiez ceci comme un témoignage de ma gratitude. Ce n'est pas de la charité, Clara. C'est une reconnaissance bien méritée pour ce que vous avez apporté à ma famille. » Clara ouvrit l'enveloppe avec des mains tremblantes et faillit s'évanouir en découvrant le montant du chèque qui s'y trouvait. « Monsieur Dubois, balbutia-t-elle, je ne peux pas accepter une somme pareille. C'est énorme. Je ne fais que mon travail. Et m'occuper de Thomas me fait plaisir, ce n'est pas quelque chose qu'on paie en plus. » Mais Philippe l'interrompit avec fermeté. « Clara, cette somme représente moins que ce que je dépense en une soirée pour certains dîners d'affaires. Pour moi, c'est peu de choses, mais pour vous, cela peut changer la vie de votre sœur. Acceptez-le, s'il vous plaît, pour elle, pour votre famille, et aussi pour Thomas qui serait très malheureux de savoir que vous souffrez alors qu'il est en notre pouvoir de vous aider. » La générosité de cette proposition, mais surtout la délicatesse avec laquelle elle était présentée, émut Clara aux larmes. « Vous êtes un homme bon, monsieur Dubois, » dit-elle en essuyant ses yeux avec son mouchoir en tissu usé. « Je ne sais pas comment vous remercier. Grâce à vous, ma sœur va pouvoir guérir, et ma famille va pouvoir respirer un peu. Je vous promets de tout vous rembourser, même si cela doit me prendre des années. » Philippe sourit avec tendresse face à cette fierté touchante. « Clara, vous nous remboursez déjà chaque jour en rendant Thomas heureux. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez nous faire. » Cette soirée marqua un tournant dans la relation entre Philippe et Clara. Non seulement elle découvrait la générosité désintéressée de son patron, mais lui commençait à entrevoir derrière la façade de la femme de ménage discrète une personnalité d'une richesse extraordinaire, faite de dignité, de reconnaissance, de loyauté et d'amour pour sa famille. Il réalisa que cette femme, malgré sa situation précaire, possédait des valeurs et une noblesse d'âme que bien des gens de son milieu social n'avaient jamais connues. Dans les semaines qui suivirent,
Philippe multiplia les occasions de converser avec Clara, toujours sous des prétextes liés au bien-être de Thomas ou à l'organisation de la maison. Il découvrit progressivement son histoire personnelle, ses études interrompues, faute d'argent, son rêve de devenir infirmière, sa famille unie mais pauvre restée en Colombie, ses sacrifices quotidiens pour leur envoyer de l'argent, sa solitude dans ce pays d'adoption où elle n'avait pas vraiment d'amis et où sa situation d'immigré sans papier la maintenait dans une précarité constante malgré sa volonté de faire et son courage exemplaire. Plus Philippe apprenait à connaître Clara, plus il était impressionné par sa force de caractère et sa capacité à rester optimiste malgré les épreuves. Cette femme, qui aurait pu légitimement se plaindre de son sort difficile, trouvait toujours quelque chose de positif dans sa situation, une raison d'être reconnaissante, un motif d'espérer des jours meilleurs. Sa philosophie de vie, nourrie par la sagesse populaire, colombienne et par une foi sincère qui l'aidait à surmonter les obstacles, apportait à Philippe une perspective nouvelle sur l'existence et les vraies richesses de la vie. Thomas, témoin privilégié de ces échanges de plus en plus fréquents entre son père et Clara, observait avec une perspicacité d'enfant l'évolution de leur relation. Il remarquait les regards que Philippe portait sur Clara quand elle ne s'en rendait pas compte, la façon dont son visage s'illuminait quand elle entrait dans une pièce, son empressement à trouver des prétextes pour prolonger leur conversation. De son côté, Thomas voyait aussi que Clara, malgré sa discrétion professionnelle, n'était pas insensible à l'attention bienveillante que lui portait son patron, même si elle se gardait bien de laisser paraître des sentiments qui auraient été déplacés compte tenu de leurs positions respectives. Un soir de janvier, alors qu'une tempête de neige isolait le château du reste du monde, Clara dut rester dormir sur place, les transports étant interrompus. Philippe insista pour qu'elle dîne avec eux plutôt que de manger seule dans sa chambre, et ce repas à trois dans l'intimité de la petite salle à manger familiale révéla une harmonie naturelle entre eux qui ne trompa personne. Tommy, radieux de voir ses deux adultes préférés réunis autour de la même table, multipliant les plaisanteries pour les faire rire, créa une ambiance si chaleureuse que Philippe et Clara se surprirent à oublier leurs différences sociales pour savourer simplement ce moment de bonheur partagé. Après le dîner, tandis que Thomas était monté faire ses devoirs, Philippe et Clara restèrent seuls près de la cheminée du petit salon, regardant danser les flammes dans un silence complice. « Clara, dit finalement Philippe, je dois vous avouer quelque chose. Ces derniers mois ont changé ma vie. Non seulement vous avez rendu le sourire à Thomas, mais vous m'avez aussi appris à redécouvrir le bonheur simple, celui qui ne se mesure pas en millions d'euros ou en succès commerciaux. Grâce à vous, j'ai compris que la vraie richesse, ce sont les moments comme celui-ci, l'amour sincère, la joie de vivre au quotidien. » Clara, troublée par cette déclaration inattendue, baissa les yeux avec timidité. « Monsieur Dubois, vous me donnez trop d'importance. Je ne fais que ce que me dicte mon cœur. C'est naturel chez nous, les Colombiennes. Nous savons que la famille et l'amour sont les seules choses qui comptent vraiment dans la vie. Votre argent, votre réussite, tout cela ne sert à rien si on n'a personne à aimer et personne qui nous aime en retour. » Cette sagesse populaire, exprimée avec tant de simplicité et de vérité, toucha Philippe plus profondément que tous les conseils sophistiqués des psychologues et des philosophes qu'il avait consultés après la mort de Marguerite. « Clara, » reprit Philippe en se rapprochant légèrement d'elle, « j'ai quelque chose d'important à vous dire, quelque chose que je n'aurais jamais imaginé possible il y a encore quelques mois. Vous avez transformé notre existence, à Thomas et à moi. Vous nous avez rappelé ce que signifie vraiment être une famille, ce que représente la tendresse au quotidien, l'attention sincère, l'amour désintéressé, et je crois que je suis en train de tomber amoureux de vous. » Ces mots, prononcés avec une sincérité bouleversante, résonnèrent dans le silence du salon comme un aveu qui changeait tout entre eux. Clara resta figée quelques instants, n'osant croire ce qu'elle venait d'entendre. « Monsieur Dubois, » murmura-t-elle en gardant les yeux baissés, « vous ne savez pas ce que vous dites. Je suis une simple employée de maison colombienne, sans papier, sans fortune, sans éducation raffinée. Vous êtes l'un des hommes les plus riches de France, respecté partout, admiré par tous. Nous appartenons à deux mondes différents qui ne peuvent pas se mélanger. Pensez à votre réputation, à votre position sociale, à l'avenir de Thomas. Une liaison avec moi ne pourrait que vous nuire. » Mais Philippe secoua la tête avec détermination. « Clara, écoutez-moi bien, » dit-il en prenant délicatement ses mains dans les siennes. « J'ai passé ma vie à construire un empire financier en pensant que c'était cela,
la réussite. J'ai épousé Marguerite parce qu'elle correspondait parfaitement aux attentes de mon milieu social. Et par chance, nous nous sommes vraiment aimés. Mais depuis sa mort, je réalise que tout cet argent, toute cette puissance, ne valent rien si on n'a pas quelqu'un avec qui partager les vrais bonheurs de l'existence. Vous m'avez montré une richesse que je ne connaissais pas, celle du cœur, de la simplicité, de l'authenticité. Peu m'importe ce que pensera la société parisienne. Thomas vous aime déjà comme une mère. Et moi je vous aime comme un homme aime une femme, avec tout ce que cela implique de respect, d'admiration et de désir de construire un avenir ensemble. Les yeux de Clara se remplirent de larmes face à cette déclaration si passionnée et si sincère. « Philippe, dit-elle en utilisant son prénom pour la première fois, vous ne mesurez pas les conséquences de ce que vous proposez. Vos amis, vos relations d'affaires, la haute société française, personne ne comprendra ni n'acceptera qu'un homme de votre rang épouse une immigrée sans statut légal. On dira que je vous ai séduit pour votre argent, que je suis une opportuniste qui profite de votre solitude. Thomas lui-même pourrait souffrir des moqueries de ses camarades d'école quand ils découvriront les origines de sa belle-mère. Et que se passera-t-il si un jour vous regrettez ce choix impulsif ?» Philippe se leva et alla se placer devant la fenêtre, contemplant la neige qui continuait de tomber dans la lueur des projecteurs, illuminant les jardins. « Clara, dit-il sans se retourner, il y a 3 mois, j'étais prêt à épouser n'importe laquelle des candidates sélectionnées par Madame de Castellane, uniquement pour donner une mère à Thomas. J'étais prêt à un mariage de convenance, sans amour véritable, juste par pragmatisme. Aujourd'hui, pour la première fois depuis la mort de Marguerite, je me sens à nouveau vivant, capable d'aimer, désireux de partager ma vie avec quelqu'un. Cette transformation, c'est vous qui l'avez opérée, simplement, en étant vous-même. Comment pourrais-je regretter d'épouser la femme qui m'a rendu le goût du bonheur ?» Il se retourna vers elle, ses yeux brillants d'émotion. Quant aux autres, à leur jugement, à leurs critiques, je m'en moque éperdument. J'ai assez d'argent et d'influence pour nous protéger de leur médisance. Mes vrais amis comprendront et accepteront mon choix. Et ceux qui ne le feront pas n'étaient que des relations superficielles dont je peux me passer. Pour Thomas, je suis convaincu qu'il sera fier d'avoir une belle-mère comme vous, une femme courageuse, intelligente, aimante, qui représente des valeurs authentiques que l'argent ne peut pas acheter. Clara se leva à son tour et s'approcha de lui, posant une main hésitante sur son bras. « Philippe, si vous êtes vraiment sérieux, si ce n'est pas juste un élan passager né de la gratitude et de la solitude, alors il faut que vous sachiez toute la vérité sur moi. Je ne suis pas seulement une immigrée sans papier. J'ai aussi un passé douloureux, des blessures qui ne sont pas encore cicatrisées. En Colombie, j'étais fiancé à un homme que j'aimais profondément, Carlos, qui est mort assassiné par des trafiquants de drogue parce qu'ils refusaient de se taire sur leurs activités. C'est pour cela que j'ai fui mon pays, pas seulement pour des raisons économiques, mais parce que ma vie était en danger. » Cette révélation surprit Philippe, mais ne diminua en rien ses sentiments. « Clara, ce drame que vous avez vécu ne fait qu'ajouter à mon respect pour vous. Vous avez eu le courage de tout quitter, de recommencer votre vie dans un pays étranger, de survivre seul dans un environnement hostile, tout en conservant votre générosité et votre capacité d'aimer. C'est exactement le genre de force de caractère et de résilience que j'admire et que je veux à mes côtés pour affronter l'avenir. » Il prit son visage entre ses mains avec une tendresse infinie. « Clara, acceptez-vous de devenir ma femme et la mère de Thomas? Acceptez-vous de partager notre vie, nos joies, nos peines, notre amour ?» Le cœur de Clara battait si fort qu'elle craignait qu'il ne l'entende. Toute sa vie avait basculé en quelques mois depuis son arrivée dans ce château où elle pensait juste trouver un emploi temporaire pour survivre. Elle avait découvert un enfant merveilleux qui avait réveillé ses instincts maternels endormis, et maintenant un homme exceptionnel qui lui offrait un amour qu'elle n'espérait plus jamais connaître après la mort tragique de Carlos. « Oui, » murmura-t-elle dans un souffle, « oui, Philippe, j'accepte de devenir votre épouse, si vous êtes certain que c'est vraiment ce que vous voulez, si vous êtes prêt à assumer toutes les conséquences de ce choix extraordinaire. » Philippe la prit dans ses bras et l'embrassa avec une passion contenue depuis des semaines, un baiser qui scellait leur engagement mutuel et marquait le début d'une nouvelle existence pour eux trois. Au même moment, ils entendirent des pas précipités dans l'escalier et virent Thomas apparaître dans l'embrasure de la porte encore en pyjama, les cheveux ébouriffés et les yeux brillants d'excitation. « Papa, Clara, j'ai tout entendu, c'est vrai? Vous allez vous marier? Clara va vraiment devenir ma nouvelle maman ?»
Sa joie débordante, son bonheur évident de voir se concrétiser ce qu'il espérait secrètement depuis des semaines, confirma à Philippe et Clara qu'ils avaient pris la bonne décision. Clara s'agenouilla pour se mettre à la hauteur de Thomas et lui ouvrit les bras. « Mi amor, lui dit-elle avec émotion, si tu es d'accord, si tu veux vraiment de moi comme nouvelle maman, alors oui, ton papa et moi allons nous marier, mais je ne remplacerai jamais ta vraie maman dans ton cœur. Je veux juste ajouter mon amour au sien pour que tu sois le plus heureux possible. » Thomas se jeta dans ses bras en pleurant de joie, répétant sans cesse « Oui, oui, je veux, tu es déjà ma maman dans mon cœur. Depuis le premier jour, je savais que c'était toi qu'il fallait choisir. » Les semaines qui suivirent cette demande en mariage furent un tourbillon d'émotions, de préparatifs et de révélations pour les 3 membres de cette famille en formation. Philippe dut d'abord s'occuper de régulariser la situation administrative de Clara, faisant appel aux meilleurs avocats, spécialisés en droit de l'immigration, pour obtenir rapidement ses papiers en règle. Grâce à son influence et à ses relations, les démarches qui auraient pu prendre des années furent bouclées en quelques semaines, Clara obtenant enfin ce statut légal qu'elle espérait depuis si longtemps. Parallèlement, Philippe annonça la nouvelle à son cercle proche, commençant par son frère. Antoine, avocat d'affaires réputé, et sa belle-sœur Isabelle qui dirigeait une fondation caritative. La réaction fut mitigée. Surprise, inquiétude pour les conséquences sociales, mais aussi reconnaissance du bonheur évident qui rayonnait de Philippe depuis qu'il avait pris cette décision. « Philippe, lui dit Antoine lors d'un déjeuner dans un restaurant discret, « je ne vais pas te mentir, cette union va faire jaser dans nos milieux. Mais si cette femme te rend heureux, et si Thomas l'adore, alors tu as ma bénédiction. Après tout, qu'est-ce qui compte vraiment dans la vie ?» L'annonce à Madame de Castellane fut plus délicate. La directrice de l'agence matrimoniale faillit s'étrangler avec son thé Earl Grey quand Philippe lui expliqua qu'il épousait finalement son employé de maison colombienne, plutôt qu'une des 5 candidates qu'elle avait soigneusement sélectionnées. « Monsieur Dubois », soupira-t-elle en retirant ses lunettes pour les nettoyer nerveusement. « En 40 ans de carrière, je n'avais jamais vu une chose pareille. Enfin, si vous êtes heureux, mais permettez-moi de vous dire que vous auriez pu me prévenir plus tôt. J'aurais pu vous éviter bien des complications protocolaires. » Philippe sourit devant cette réaction si typique de son milieu social, où même l'amour devait respecter certaines procédures établies. Clara, de son côté, vécut cette période de transition avec un mélange d'euphorie et d'appréhension. Elle quitta sa petite chambre sous les toits pour emménager dans l'aile principale du château, découvrant un luxe qu'elle n'avait jamais imaginé possible. Philippe fit venir les meilleurs couturiers de Paris pour lui confectionner une garde-robe digne de son nouveau statut, mais Clara insista pour conserver aussi quelques-unes de ses robes simples qui lui rappelaient ses origines et l'empêchèrent de perdre pied dans cet univers si éloigné du sien. Le plus difficile pour Clara fut d'apprendre les codes de la haute société française, ces règles non écrites qui régissent les interactions sociales dans ce milieu privilégié. Philippe engagea une dame de compagnie, Madame Dubois, aucun lien de parenté malgré le nom, ancienne gouvernante de famille aristocrate, pour initier Clara aux subtilités du savoir-vivre mondain, aux règles du protocole, aux conventions vestimentaires selon les occasions. Ces leçons étaient parfois éprouvantes pour une femme habituée à la simplicité et à la spontanéité, mais Clara s'y pliait avec bonne volonté, comprenant que ces efforts étaient nécessaires pour ne pas mettre Philippe en difficulté lors des événements sociaux qu'ils seraient amenés à fréquenter ensemble. Thomas, quant à lui, était aux anges. Il accompagnait Clara dans ses leçons de savoir-vivre, l'aidait à mémoriser les noms des relations importantes de son père, lui enseignait les habitudes de la famille et les particularités du château. Ce renversement des rôles, où l'enfant guidait l'adulte dans la découverte de son propre univers, créait entre eux une complicité nouvelle et renforçait encore leurs liens déjà solides. Thomas était fier de présenter Clara à ses camarades d'école comme sa future belle-mère, et contrairement aux craintes de la jeune femme, les réactions des enfants furent généralement positives, beaucoup d'entre eux trouvant cool d'avoir une belle-mère qui venait d'un pays lointain et qui savait cuisiner des plats exotiques. La date du mariage fut fixée au mois de mai, dans l'intimité du château, avec seulement la famille proche et quelques amis sincères. Philippe voulait éviter le cirque médiatique qu'aurait représenté une grande cérémonie publique, préférant célébrer leur union dans la simplicité et l'authenticité qui caractérisaient leur relation. Clara insista pour que sa famille de Colombie soit présente,
et Philippe organisa leur voyage avec une générosité qui émut profondément la jeune femme. Voir sa mère, ses sœurs et ses cousins découvrir le château, rencontrer Thomas qui tentait de communiquer avec eux dans son espagnol débutant, partager ce moment de bonheur avec ceux qu'elle aimait le plus au monde, représentait pour Clara l'accomplissement d'un rêve qu'elle n'avait jamais osé formuler. La cérémonie elle-même fut d'une beauté simple et émouvante. Clara portait une robe de soie ivoire, élégante mais pas ostentatoire, ornée de dentelles artisanales que sa grand-mère avait brodées en Colombie et qu'elle avait réussi à faire venir spécialement pour l'occasion. Philippe, en costume sombre, n'avait jamais paru si détendu et si heureux. Thomas, en petit costume assorti à celui de son père, portait les alliances avec une fierté évidente, savourant son rôle central dans cette union qu'il avait lui-même inspirée. Le moment le plus émouvant fut sans doute celui où Clara prononça ses vœux dans un français parfait, mais teinté de cet accent colombien qui faisait maintenant partie du charme de sa personnalité aux yeux de Philippe. « Philippe, dit-elle en le regardant droit dans les yeux, vous m'avez offert bien plus qu'un mariage. Vous m'avez donné une famille, un foyer, une place dans ce monde où je me sentais étrangère. Je promets de chérir Thomas comme mon propre fils, de vous aimer avec toute la passion dont mon cœur est capable, et de ne jamais oublier d'où je viens pour mieux apprécier le chemin que nous allons parcourir ensemble. En espagnol, nous disons « El amor todo lo puede », l'amour peut tout. Aujourd'hui, je crois vraiment à ces mots. Philippe, ému aux larmes, répondit « Clara, vous avez transformé ma vie et celle de Thomas par votre simple présence. Vous nous avez appris que la vraie noblesse n'est pas dans les titres ou la fortune, mais dans la générosité du cœur et l'authenticité des sentiments. Je promets de vous protéger, de vous chérir et de faire en sorte que chaque jour de notre existence commune soit digne de l'amour extraordinaire que vous nous portez. Avec vous, j'ai enfin compris ce que signifie être vraiment riche. » Après la cérémonie, la réception se déroula dans les jardins du château, décorés de fleurs colombiennes que Philippe avait fait venir spécialement pour l'occasion. L'ambiance mêlait harmonieusement les traditions françaises et latino-américaines. D'un côté, le champagne millésimé et les petits fours raffinés préparés par les meilleurs traiteurs parisiens. De l'autre, la musique de salsa, les danses folkloriques que les cousines de Clara avaient préparées en surprise, et les plats typiques de Colombie que la mère de Clara avait tenu à cuisiner elle-même pour partager sa culture avec sa nouvelle famille française. Thomas était partout à la fois, traduisant tant bien que mal les conversations entre les invités français et la famille colombienne, dansant tour à tour avec sa nouvelle grand-mère maternelle qui lui apprenait quelques pas de cumbia et avec les épouses des associés de son père qui découvraient avec surprise que ce mélange culturel créait une atmosphère particulièrement chaleureuse et festive. Le garçon rayonnait de bonheur, conscient d'être à l'origine de cette union magique qui avait redonné vie au château et souri à sa famille endeuillée. La surprise de la soirée vint de la mère de Clara, Esperanza, qui avait préparé un discours en français qu'elle avait appris par cœur pour l'occasion. « Monsieur Philippe, dit-elle en se levant difficilement, encore affaiblie par sa récente opération, vous avez donné à ma fille ce que nous n'avions jamais pu lui offrir, la sécurité, le confort, l'amour d'une vraie famille. Mais surtout, vous lui avez rendu sa joie de vivre que nous croyions perdue à jamais depuis la mort de Carlos. En retour, Clara vous donnera tout son cœur, car c'est comme cela que nous, les femmes de la famille Mendoza, nous aimons, sans retenue, sans calcul pour la vie. Prenez soin d'elle, et elle fera de vous l'homme le plus heureux du monde. » Ces mots simples mais profondément sincères touchèrent tous les invités, y compris les plus sceptiques qui étaient revenus par curiosité ou par obligation mondaine. Beaucoup réalisèrent ce soir-là que cette union, si improbable socialement, était en réalité basée sur des fondements plus solides que bien des mariages arrangés de leur milieu. L'amour véritable, le respect mutuel, la complémentarité des personnalités et surtout cette capacité qu'avait Clara d'apporter la chaleur humaine là où régnait parfois la froideur et les conventions. La soirée se termina tard dans la nuit avec les derniers invités qui dansaient encore sur la terrasse éclairée par des lampions colorés dans une ambiance détendue qui contrastait délicieusement avec la solennité habituelle des réceptions du château. Philippe et Clara, enlacés sous les étoiles, regardaient Thomas qui s'était endormi sur un canapé d'extérieur, épuisé par tant d'émotions et de bonheur. « Tu crois qu'on a fait le bon choix ?» murmura Clara contre l'oreille de son mari. « Regarde-le » répondit Philippe en désignant leur fils. « Regarde comme il respire paisiblement,
comme il sourit même en dormant. Je crois qu'on a fait le meilleur choix possible. Vous appréciez cette histoire touchante? Laissez-nous un j'aime pour nous encourager. Et dites-nous en commentaire, que ressentez-vous face à cette union si improbable entre Philippe et Clara? Croyez-vous que leur amour pourra surmonter tous les obstacles sociaux qui les attendent? Les premiers mois de mariage de Philippe et Clara se déroulèrent comme un rêve éveillé, chaque jour apportant son lot de découvertes et de bonheur partagé. Clara s'adaptait progressivement à son nouveau statut de Madame Dubois, apprenant à naviguer dans les eaux parfois troubles de la haute société parisienne avec une grâce naturelle qui surprenait même ses détracteurs. Elle accompagnait Philippe aux galas de charité, aux dîners d'affaires, aux vernissages mondains, toujours élégante et souriante, mais sans jamais renier ses origines ni masquer sa personnalité authentique derrière un vernis artificiel. Ce qui frappait le plus ceux qui rencontraient Clara pour la première fois, c'était sa capacité à mettre tout le monde à l'aise, quelle que soit la situation sociale. Avec les grands industriels et les financiers, elle savait poser les bonnes questions et montrer un intérêt sincère pour leurs activités, forte de l'intelligence naturelle et de la curiosité intellectuelle qui l'avait toujours caractérisée. Avec les épouses de ces messieurs, souvent blasées et habituées aux conversations superficielles, elle apportait une fraîcheur et une sincérité qui réveillaient leurs propres aspirations oubliées à l'authenticité dans les relations humaines. Mais c'est avec le personnel de maison, les serveurs, les chauffeurs, tous ceux que la haute société avait tendance à considérer comme invisibles, que Clara révélait sa vraie nature. Elle n'avait jamais oublié qu'elle avait été à leur place quelques mois plus tôt, et elle traitait chacun avec le respect et la considération qu'elle aurait aimé recevoir quand elle était employée de maison. Cette attitude, remarquée par tous, lui valait une popularité croissante, même parmi ceux qui avaient initialement critiqué le choix de Philippe. Thomas, quant à lui, s'épanouissait jour après jour dans cette nouvelle configuration familiale. Clara avait réussi le prodige de devenir une vraie mère pour lui, sans jamais chercher à effacer le souvenir de Marguerite. Elle avait installé dans sa chambre une photo de la défunte épouse de Philippe, expliquant aux garçons que les mamans du ciel et les mamans de la terre peuvent coexister dans le cœur d'un enfant sans se faire de la peine mutuellement. Cette sagesse populaire, héritée de sa grand-mère colombienne, avait permis à Thomas de faire son deuil sereinement, tout en accueillant pleinement l'amour de Clara. L'intégration de Clara dans la famille Dubois ne se fit pas sans quelques difficultés. La belle-sœur de Philippe, Isabelle, dirigeante de fondations caritatives, eut du mal au début à accepter que cette ancienne employée de maison puisse désormais siéger au conseil d'administration de leurs œuvres philanthropiques. « Philippe, lui dit-elle lors d'un déjeuner privé, je ne conteste pas les qualités humaines de Clara, mais a-t-elle vraiment les compétences nécessaires pour gérer les millions d'euros que nous redistribuons chaque année aux associations? » Cette question légitime poussa Philippe à inscrire Clara à des cours accélérés de gestion financière et de management associatif, formation qu'elle suivit avec un sérieux et une détermination qui forcèrent l'admiration de tous ses professeurs. La vraie révélation vint quand Clara proposa de créer une fondation spécialement dédiée à l'aide aux immigrés latino-américains en France, un projet qu'elle connaissait de l'intérieur pour avoir vécu elle-même les difficultés de l'intégration. Nous pourrions aider ces femmes à obtenir leurs papiers, à apprendre le français, à trouver du travail décent, expliqua-t-elle lors d'une réunion familiale, mais aussi préserver leur culture d'origine pour qu'elles n'aient pas l'impression de devoir choisir entre leurs racines et leur avenir français. Ce projet concret, mûrement réfléchi et socialement utile, convainquit définitivement Isabelle que Clara n'était pas qu'une Cendrillon chanceuse, mais une femme de substance capable de contribuer positivement aux activités de la famille. Le premier grand test social pour Clara arriva à l'automne, lors du traditionnel gala annuel de la Fondation Dubois, un événement qui rassemblait tout le gratin parisien dans les salons dorés de l'hôtel de Crillon. Clara, dans une robe de soirée signée d'un grand couturier mais rehaussée d'un collier artisanal colombien qui était le dernier cadeau de sa grand-mère défunte, incarnait parfaitement cette synthèse entre l'élégance française et la chaleur latino-américaine qui était devenue sa marque de fabrique. L'épreuve la plus délicate fut sa prise de parole devant l'assemblée des donateurs. Clara avait préparé un discours en français parfait, mais au moment de monter sur l'estrade, elle décida spontanément d'y ajouter quelques phrases en espagnol pour parler de son projet de fondation pour les immigrés. Comme dit un proverbe de mon pays, déclara-t-elle avec émotion,
Donde hay amor hay hogar. Où il y a de l'amour, il y a un foyer. C'est exactement ce que nous voulons offrir à ces femmes courageuses qui ont tout quitté pour donner un avenir meilleur à leurs enfants. Cette authenticité, cette capacité à émouvoir sans artifice, valut à Clara une ovation debout qui surprit même Philippe par sa chaleur et sa durée. Après cette soirée triomphale, les invitations se multiplièrent pour Clara, qui devint rapidement une figure appréciée des cercles mondains parisiens. Son histoire personnelle, son parcours atypique, sa sincérité rafraîchissante dans un milieu habitué aux conventions et aux faux semblants, tout cela créait autour d'elle une aura particulière qui séduisait même les plus conservateurs. Cette Clara, confia la duchesse de Montpensier à une amie lors d'un thé, elle a quelque chose que nous avons perdu depuis longtemps, l'art de toucher les cœurs sans calcul ni arrière-pensée. Mais le véritable défi pour le couple arriva quand Philippe dut présenter Clara à ses associés internationaux lors d'un voyage d'affaires en Suisse. Les dirigeants de multinationales européennes, habitués aux épouses policées et effacées des grands patrons, découvrirent avec surprise une femme qui participait activement aux conversations, posait des questions pertinentes et n'hésitait pas à exprimer des opinions personnelles sur les questions sociales et économiques abordées. « Votre épouse est remarquable », confia à Philippe le directeur général d'un groupe bancaire allemand. « Elle apporte un regard neuf sur nos problématiques, une perspective humaine que nous perdons parfois de vue dans nos tours d'ivoire financières. » Cette reconnaissance professionnelle de Clara eut un effet inattendu. Philippe commença à associer sa femme de plus en plus étroitement à ses décisions d'affaires, découvrant qu'elle possédait un sens aigu de la psychologie humaine et une intuition remarquable pour détecter les personnalités sincères ou manipulatrices parmi ses interlocuteurs. « Clara a un radar infaillible pour les gens », expliqua-t-il à son frère Antoine. « Elle devine en quelques minutes si quelqu'un est honnête ou s'il essaie de me rouler. C'est un atout précieux dans le monde des affaires où la confiance est si importante. » Cette évolution du rôle de Clara dans l'Empire du Bois ne passa pas inaperçue de Thomas qui voyait avec fierté sa belle-mère gagner progressivement la place qu'elle méritait dans le respect et la considération générale. « Papa, lui dit-il un soir pendant le dîner, tu te souviens quand tu voulais me faire choisir une nouvelle maman parmi ces 5 dames très chics? Je parie qu'aucune d'elles n'aurait été capable de faire ce que fait Clara, de transformer les gens autour d'elle juste par sa façon d'être. » Cette remarque perspicace de son fils confirma à Philippe qu'il avait eu raison de faire confiance au jugement de l'enfant plutôt qu'aux calculs sophistiqués de Madame de Castellane. L'hiver apporta une nouvelle étape dans la vie du couple. Clara annonça qu'elle était enceinte. Cette nouvelle, attendue secrètement par les 3 membres de la famille, provoqua une explosion de joie dans le château. Thomas fut le premier à réagir. « Un petit frère ou une petite sœur. Clara, tu crois qu'il aura tes yeux noirs ou les yeux verts de papa ?» Cette perspective d'agrandir la famille, de donner un frère ou une sœur à Thomas, de prolonger leur amour par un enfant qui serait le symbole vivant de leur union, représentait pour Philippe l'accomplissement de tous ses rêves de bonheur familial. Clara vécut sa grossesse avec la sérénité d'une femme comblée, entourée de l'amour de son mari et de la tendresse attentive de Thomas qui se préparait consciencieusement à son rôle de grand frère. Elle continua ses activités de fondation tant que sa santé le permettait, mais se ménagea aussi des moments de repos dans les jardins du château, souvent en compagnie de Thomas, qui lui lisait des histoires pour le bébé ou lui chantait des berceuses françaises qu'il avait apprises spécialement pour l'occasion. Philippe, de son côté, découvrait avec émerveillement cette autre facette de l'amour, l'attente d'un enfant avec la femme qu'on aime. Avec Marguerite, Thomas avait été le fruit d'un mariage de convenance qui s'était mué en amour véritable. Mais avec Clara, cet enfant à naître était la concrétisation d'une passion née de la spontanéité et du libre choix. « Cet enfant, confia-t-il à Clara en posant sa main sur son ventre arrondi, sera le symbole de notre amour, la preuve vivante que 2 mondes peuvent se rencontrer et créer quelque chose de magnifique ensemble. » Clara sourit tendrement en couvrant la main de son mari de la sienne. Et il grandira en sachant d'où il vient, en étant fier de ses 2 cultures, française et colombienne. Il aura la chance de comprendre que la vraie richesse, ce n'est pas l'argent qu'on possède, mais l'amour qu'on donne et qu'on reçoit. L'accouchement eut lieu par une belle matinée de printemps, dans la clinique privée la plus réputée de Paris. Mais Clara avait insisté pour que sa mère Esperanza soit présente,
perpétuant ainsi la tradition familiale colombienne qui veut que les grands-mères assistent à la naissance de leurs petits-enfants. Philippe et Thomas attendaient nerveusement dans le salon adjacent, écoutant les encouragements en espagnol qu'Esperanza prodiguait à sa fille entre deux contractions. Quand les pleurs du nouveau-né résonnèrent enfin dans les couloirs de la maternité, Philippe sentit ses jambes se dérober sous lui. Un fils. Il avait un deuxième fils. Thomas, fou de joie, dansait littéralement dans le couloir en répétant « J'ai un petit frère, j'ai un petit frère !» tandis que Philippe, les larmes aux yeux, serrait dans ses bras Esperanza, qui pleurait elle aussi de bonheur en remerciant le ciel dans sa langue natale. L'enfant fut prénommé Gabriel, un nom qui convenait aussi bien en français qu'en espagnol, symbolisant cette double identité culturelle qui serait la sienne. Dès les premiers jours, il fut évident que ce bébé avait hérité des plus beaux traits de ses deux parents, les yeux verts perçants de Philippe et les cheveux noirs bouclés de Clara, mais surtout un tempérament paisible et souriant qui enchantait tous ceux qui l'approchaient. Thomas se révéla un grand frère exemplaire, aidant Clara dans tous les soins quotidiens, chantant des berceuses à Gabriel, lui racontant déjà des histoires qu'il inventait sur les aventures d'un petit prince franco-colombien. « Tu sais, Clara, dit-il un soir, en regardant son petit frère dormir dans son berceau, je crois que maman Marguerite, là-haut dans le ciel, elle doit être très contente de voir qu'on est redevenu une vraie famille heureuse. Et je suis sûr qu'elle aime Gabriel autant que nous. » La naissance de Gabriel marqua une nouvelle étape dans l'intégration sociale de Clara. Les épouses des relations d'affaires de Philippe, nombreuses à être mères elles-mêmes, découvrirent chez la jeune femme une connaissance instinctive de la maternité et une sagesse dans l'éducation des enfants qui forçèrent le respect. Clara organisait régulièrement des goûters au château, où les mères de famille de la haute société parisienne venaient avec leurs enfants, créant une ambiance détendue et chaleureuse qui changeait agréablement des réunions mondaines habituelles. Ces réunions informelles permirent à Clara de nouer de vraies amitiés avec des femmes qu'elle n'aurait jamais pensé pouvoir approcher quelques années plus tôt. Margot de Brinvilliers, épouse d'un magnate de l'industrie pharmaceutique, devint ainsi l'une de ses plus proches confidentes. « Tu sais, Clara, lui avoua-t-elle un jour, avant de te connaître, je m'ennuyais. Mortellement dans ce milieu où tout le monde joue un rôle sans jamais montrer sa vraie personnalité. Avec toi, j'ai redécouvert le plaisir des conversations sincères et des rapports humains authentiques. Le baptême de Gabriel fut l'occasion d'une grande fête qui mélangea encore une fois les traditions françaises et colombiennes. Philippe avait fait aménager une chapelle dans les jardins du château, décorée de fleurs des deux pays, où l'enfant fut baptisé selon le rite catholique par un prêtre qui bénit la cérémonie en français et en espagnol. Thomas, fier de son rôle de parrain, portait son petit frère avec une solennité touchante, tandis que Clara, rayonnante dans une robe blanche brodée par les artisanes de son village natal, incarnait parfaitement cette synthèse culturelle qui était devenue la marque de fabrique de la famille Dubois. La surprise de la journée vint de la famille colombienne de Clara, qui avait préparé en secret un spectacle de danse folklorique pour célébrer la naissance de Gabriel. Les cousines et les tantes, vêtues de costumes traditionnels aux couleurs chatoyantes, évoluèrent sur la terrasse du château au son des tambours et des flûtes andines, créant un contraste saisissant avec l'élégance classique de l'architecture française. Les invités parisiens, d'abord surpris par cette explosion de couleurs et de rythmes exotiques, se laissèrent rapidement séduire par la joie communicative de ces danses ancestrales. « Vous voyez, dit Clara à Philippe, en regardant leurs invités français tenter maladroitement d'imiter les pas de cumbia que leur enseignaient ses cousines, la culture, ce n'est pas quelque chose qu'on perd quand on s'intègre dans un nouveau pays, c'est quelque chose qu'on partage pour enrichir sa nouvelle patrie. Cette philosophie de l'intégration par l'enrichissement mutuel, plutôt que par l'assimilation pure, devint rapidement l'un des chevaux de bataille de la Fondation que Clara avait créé pour aider les immigrés latino-américains. L'été qui suivit la naissance de Gabriel fut particulièrement heureux pour la famille Dubois. Philippe avait fait aménager une nurserie dans la maison secondaire qu'il possédait sur la Côte d'Azur, permettant à Clara de se reposer tout en profitant du climat méditerranéen avec ses deux fils. Thomas, qui avait maintenant 13 ans et montrait qu'une maturité remarquable, aidait sa belle-mère à s'occuper de Gabriel avec une tendresse qui émouvait tous ceux qui les observaient. C'est pendant ces vacances estivales que Clara reçut une nouvelle qui allait encore une fois bouleverser leur existence. Sa sœur cadette Esperanza
celle pour qui Philippe avait payé l'opération qui lui avait sauvé la vie, venait d'obtenir une bourse d'études pour poursuivre sa formation d'infirmière en France. Clara, lui annonça sa mère au téléphone. Esperanza, ça a été accepté à l'université de médecine de Marseille. Elle va pouvoir réaliser le rêve que tu as dû abandonner quand tu as émigré. Cette nouvelle remplit Clara d'une joie mêlée de nostalgie. Voir sa petite sœur avoir la chance de réaliser les études qu'elle-même avait dû interrompre représentait une forme de justice poétique qui la touchait profondément. Philippe, comprenant l'importance de ce moment pour sa femme, proposa immédiatement d'aider Esperanza à s'installer en France et de compléter sa bourse d'études si nécessaire. « Ta famille, c'est ma famille maintenant », lui dit-il simplement. « Et l'éducation, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse offrir à quelqu'un. » L'arrivée d'Esperanza en France marqua une nouvelle étape dans l'évolution de la famille Dubois. Cette jeune fille de 22 ans, intelligente et déterminée, apportait un souffle de jeunesse et de fraîcheur qui ravit particulièrement Thomas. Enfin, il avait quelqu'un de sa génération avec qui partager ses passions et ses questionnements d'adolescent. Esperanza, de son côté, était émerveillée par le château, par le mode de vie de sa sœur, mais aussi et surtout par l'amour évident qui unissait tous les membres de cette famille recomposée. « Tu sais, Clara, » lui confia Esperanza lors de leur première soirée en tête-à-tête, « quand tu nous as annoncé que tu épousais ton patron milliardaire, on a d'abord cru que c'était juste pour les papiers ou pour l'argent. Mais maintenant que je vous vois ensemble, je comprends que c'est de l'amour véritable. Et Thomas, comme il t'aime, on dirait vraiment que tu es sa vraie mère. » Ces mots simples mais sincères confirmèrent à Clara qu'elle avait réussi son pari le plus difficile, créer une vraie famille unie par l'amour plutôt que par les convenances sociales. L'automne apporta un nouveau défi professionnel pour Clara. Sa fondation pour les immigrés latino-américains avait pris une ampleur considérable, aidant désormais plusieurs centaines de femmes chaque année à s'intégrer en France. Le succès de cette initiative avait attiré l'attention du gouvernement français, qui proposait à Clara de devenir conseillère officielle pour les questions d'intégration des populations latino-américaines. « Madame Dubois, » lui expliqua le directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur, « votre expérience personnelle et votre réussite remarquable font de vous la personne idéale pour nous aider à améliorer nos politiques d'accueil et d'intégration. » Cette proposition officielle représentait une reconnaissance extraordinaire pour une femme qui, 3 ans plus tôt, était encore une employée de maison sans papier. Clara hésita longuement avant d'accepter, se demandant si elle avait les compétences nécessaires pour ce rôle de responsabilité. Ce fut Philippe qui la convainquit. « Clara, tu as réussi l'intégration la plus spectaculaire qu'on puisse imaginer. Qui mieux que toi peut comprendre les difficultés de ces femmes et les aider à les surmonter? Et puis, tu auras tous les moyens nécessaires pour transformer tes idées généreuses en actions concrètes. » L'acceptation de ce poste gouvernemental par Clara fit sensation dans les médias français. Les journaux titraient sur « La Cendrillon colombienne devenue conseillère ministérielle » ou « De femme de ménage à consultante du gouvernement », le conte de fées de Clara Dubois. Ces articles, généralement bienveillants, racontaient l'histoire extraordinaire de cette immigrée qui était devenue en quelques années l'une des femmes les plus influentes de France dans le domaine de l'intégration sociale. Mais Clara garda toujours les pieds sur terre, rappelant dans chaque interview que son succès personnel ne devait pas faire oublier les milliers d'autres femmes immigrées qui luttaient quotidiennement pour s'intégrer dans la société française sans avoir eu sa chance exceptionnelle. « Mon histoire », déclarait-elle lors d'une conférence de presse, ne doit pas être vue comme un exemple à suivre, mais comme une preuve que chaque immigré porte en elle des talents et des richesses que notre pays a tout intérêt à découvrir et à valoriser. Mon rôle, c'est d'aider à révéler ses potentiels cachés. Thomas, maintenant âgé de 14 ans, suivait avec admiration les activités professionnelles de sa belle-mère. Il avait décidé d'apprendre parfaitement l'espagnol pour pouvoir l'aider dans ses missions auprès des communautés latino-américaines. « Clara, » lui dit-il un soir, « plus tard, je voudrais travailler avec toi dans ta fondation. Je crois que c'est plus important d'aider les gens que de juste gagner de l'argent comme papa. » Cette remarque toucha profondément Clara, qui réalisa que son influence sur Thomas dépassait largement le cadre familial pour l'orienter vers des valeurs de solidarité et d'engagement social. Le petit Gabriel, maintenant âgé de 6 mois, grandissait dans cette atmosphère d'amour et d'ouverture multiculturelle qui caractérisait désormais la famille Dubois.
Il entendait quotidiennement parler français, espagnol et même quelques mots d'anglais que Thomas s'amusait à lui enseigner. « Regardez-le !» s'émerveillait Esperanza en voyant le bébé sourire différemment selon la langue dans laquelle on s'adressait à lui. Il va grandir en citoyen du monde, capable de comprendre et d'aimer toutes les cultures. Philippe, de son côté, découvrait les joies de la paternité tardive avec un émerveillement renouvelé. Avec Thomas, absorbé par la construction de son empire financier et encore sous le choc de la mort brutale de Marguerite, il n'avait pas pleinement savouré ces moments précieux des premiers mois de vie d'un enfant. Avec Gabriel, il prenait le temps de le regarder dormir, de jouer avec lui, de lui raconter des histoires, rattrapant ainsi tout ce qu'il avait manqué par négligence ou par les circonstances de la vie. « Tu sais, Clara », confie-t-il à sa femme un soir d'hiver pendant qu'ils regardaient ensemble Gabriel faire ses premiers sourires conscients. « Avant de te rencontrer, j'étais persuadé que le bonheur, c'était le succès professionnel et la reconnaissance sociale. Maintenant, je comprends que le vrai bonheur, c'est exactement ce moment. Être avec les gens qu'on aime, regarder nos enfants grandir, partager ces petits riens du quotidien qui sont en réalité tout ce qui compte vraiment. » Cette philosophie de vie transformée se reflétait aussi dans la gestion des affaires de Philippe. Influencé par les valeurs humanistes de Clara, il avait progressivement réorienté ses investissements vers des secteurs socialement responsables, énergie renouvelable, technologie médicale, programmes de développement durable dans les pays émergents. Si on a la chance d'avoir de l'argent, expliquait-il à ses associés parfois surpris par ces nouveaux choix, autant l'utiliser pour améliorer le monde, plutôt que juste pour en gagner encore plus. Cette évolution des priorités familiales ne passa pas inaperçue dans leur entourage social. Beaucoup d'amis de Philippe notaient qu'il semblait plus détendu, plus authentique dans ses relations, moins obsédé par les signes extérieurs de réussite et davantage soucieux du bien-être de ses proches et de l'impact social de ses activités. Philippe a changé depuis qu'il a épousé Clara, confiait son frère Antoine à sa femme. C'est comme s'il avait enfin trouvé l'équilibre entre la réussite matérielle et l'épanouissement personnel. L'hiver touchait à sa fin quand arriva une nouvelle qui allait encore une fois tester la solidité de cette famille recomposée. La mère d'Esperanza, donc la mère de Clara également, tomba gravement malade en Colombie et nécessitait des soins urgents qu'elle ne pouvait recevoir dans son village natal isolé. « Il faut qu'elle vienne en France », déclara immédiatement Clara. « Ici, elle pourra être soignée correctement et, en plus, elle pourra profiter de ses petits-enfants. » Philippe organisa immédiatement le rapatriement médical d'Esperanza Senior, la faisant transporter par avion sanitaire privé jusqu'à Paris, où l'attendait l'équipe médicale de l'hôpital américain. « Votre belle-mère, expliqua le médecin-chef à Philippe et Clara, souffre d'une maladie du cœur qui nécessite une intervention chirurgicale délicate, mais nous avons d'excellents résultats avec ce type d'opération. Elle a toutes les chances de s'en sortir parfaitement. » Cette épreuve rassembla encore davantage la famille autour de Clara, qui vivait difficilement cette angoisse de voir sa mère entre la vie et la mort. Thomas, avec cette maturité précoce qui le caractérisait, prit naturellement en charge son petit frère Gabriel pour permettre à Clara de passer tout son temps auprès de sa mère hospitalisée. « Ne t'inquiète pas, Clara, » lui dit-il en la serrant dans ses bras. « Grand-mère Esperanza est forte comme toi. Elle va s'en sortir, j'en suis sûr. » Philippe, quant à lui, mobilisa toutes ses relations dans le milieu médical pour s'assurer que sa belle-mère bénéficie des meilleurs soins possibles. Il fit venir en consultation les plus grands spécialistes européens, organisa une surveillance médicale 24 heures sur 24, et surtout, il resta jour et nuit aux côtés de Clara pour lui apporter le soutien moral dont elle avait besoin. « Ta mère, c'est ma mère maintenant », lui répétait-il tendrement. « Nous allons nous battre ensemble pour qu'elle guérisse. » L'opération eut lieu par une matinée pluvieuse de mars et dura plus de 6 heures, pendant lesquelles toute la famille attendit dans les couloirs de l'hôpital dans une angoisse partagée. Esperanza Junior était venue spécialement de Marseille, interrompant ses études d'infirmière pour être auprès de sa mère et de sa sœur dans ce moment difficile. Gabriel, trop petit pour comprendre la gravité de la situation, gazouillait paisiblement dans les bras de Thomas qui tentait de rassurer Clara par sa présence attentive. Quand le chirurgien sortit enfin du bloc opératoire et annonça que l'intervention s'était parfaitement déroulée, toute la famille explosa en sanglots de soulagement.
Clara se jeta dans les bras de Philippe en remerciant le ciel dans sa langue natale, tandis que Thomas dansait littéralement de joie en serrant Gabriel contre lui. « Elle va vivre !» criait Esperanza Junior en pleurant de bonheur. « Maman va vivre et voir grandir ses petits-enfants français. Que pensez-vous de cette famille extraordinaire qui a su surmonter toutes les épreuves grâce à l'amour et la solidarité? Laissez-nous vos impressions en commentaire et n'oubliez pas le j'aime si cette histoire vous touche. » La convalescence d'Esperanza Senior au château de Montclair marqua une période particulièrement heureuse pour toute la famille. Cette femme de 68 ans, qui n'avait jamais quitté son village, colombien de toute sa vie, découvrait avec émerveillement le luxe et le confort de la demeure des Dubois, mais surtout, elle savourait chaque instant passé avec ses petits-enfants et sa fille qu'elle avait cru perdre à jamais lorsque Clara avait émigré en France. « Mi nieta », disait-elle en prenant Clara dans ses bras, « tu as réussi quelque chose d'extraordinaire. Tu as trouvé l'amour véritable, tu as créé une famille unie et en plus, tu aides les autres à réussir comme toi. Je suis fier de toi. » Philippe fut particulièrement touché par la sagesse et la dignité de cette belle-mère, si différente de tout ce qu'il avait connu dans son milieu social habituel. Esperanza Senior, malgré son origine très modeste et son manque d'éducation formelle, possédait une intelligence du cœur et une connaissance de la nature humaine qui impressionnait le milliardaire. « Philippe, lui dit-elle un jour avec son français approximatif mais touchant, « vous êtes un homme bon. Vous avez donné à ma Clara plus que de l'argent. Vous lui avez rendu sa joie de vivre. Maintenant, elle porte votre nom avec fierté. Et moi aussi, je suis fier d'être la grand-mère Dubois. » Thomas, quant à lui, adorait cette grand-mère colombienne qui lui racontait des légendes de son pays, lui apprenait des chansons en espagnol et surtout lui transmettait cette philosophie de vie simple et profonde qui caractérisait sa culture d'origine. « Grand-mère Esperanza, lui demanda-t-il un jour, comment on fait pour être heureux quand on n'a pas beaucoup d'argent ?» La vieille dame sourit tendrement. « Mon petit Thomas, le bonheur, ça ne s'achète pas avec de l'argent. Ça se construit avec l'amour qu'on donne et qu'on reçoit, avec les moments partagés en famille, avec la satisfaction d'aider ceux qui ont besoin de nous. Ton papa était déjà riche en argent, mais c'est Clara qui l'a rendu riche en amour. » Cette période permit aussi à la famille de redécouvrir les plaisirs simples de l'existence. Esperanza Senior, habituée à la vie rurale, transforma une partie des jardins du château en potager, où elle cultiva des légumes et des herbes aromatiques de Colombie. Thomas l'aidait avec passion, apprenant à reconnaître les plantes, à comprendre les cycles de la nature, à apprécier le goût authentique des légumes fraîchement cueillis. « C'est bizarre », confia-t-il à son père. « Avant, je trouvais que jardiner, c'était le travail des pauvres. Maintenant, je comprends que c'est un plaisir de riche, avoir le temps de faire pousser sa propre nourriture. » Gabriel, maintenant âgé de 10 mois, faisait ses premiers pas dans ces jardins transformés, encouragé par les exclamations joyeuses de sa grand-mère colombienne qui mélangeait l'espagnol, le français et même quelques mots de dialecte indien qu'elle avait conservés de ses propres grands-parents. Cette richesse linguistique et culturelle créait, autour de l'enfant, un environnement d'une diversité exceptionnelle qui allait marquer profondément sa personnalité future. L'été arriva avec son cortège de projets familiaux. Clara avait organisé un grand voyage en Colombie pour présenter Gabriel et Thomas à toute la famille restée là-bas et aussi pour permettre à Philippe de découvrir les racines de sa femme. « Tu verras », lui expliquait Clara en préparant leur bagage. « Mon village n'a rien à voir avec le luxe du château, mais il y a là-bas une richesse humaine que tu ne trouveras nulle part ailleurs. Les gens n'ont presque rien matériellement, mais ils savent partager et s'entraider comme peu d'endroits au monde. » Le voyage en Colombie fut une révélation pour Philippe et Thomas. Habitués au confort occidental, ils découvrirent un mode de vie plus proche de la nature, des relations humaines plus spontanées et chaleureuses, une philosophie de l'existence basée sur la solidarité communautaire plutôt que sur la réussite individuelle. « Papa, » dit Thomas le 3e jour de leur séjour, « tu crois qu'on pourrait construire des maisons comme ça aussi en France, où tout le monde se connaît et s'aide mutuellement ?» Cette question innocente de son fils fit réfléchir Philippe sur les possibilités d'appliquer en France certains aspects de la vie communautaire qu'il observait en Colombie. De retour à Paris, il lança avec Clara un projet pilote de village solidaire dans certaines banlieues défavorisées, créant des espaces de rencontre et d'entraide inspirés des traditions colombiennes, mais adaptés au contexte français. L'idée, expliquait Clara lors des réunions de présentation du projet,
c'est de recréer des liens sociaux authentiques dans des quartiers où l'individualisme et l'isolement ont cassé le tissu social. Ce projet rencontra un succès immédiat et fut rapidement adopté par plusieurs municipalités françaises. Clara se retrouva une fois de plus sous les projecteurs médiatiques, mais cette fois en tant qu'innovatrice sociale reconnue pour ses idées originales et efficaces. Madame Dubois a réussi quelque chose d'extraordinaire, déclarait le sociologue Michel Wieviorka dans une émission télévisée. Elle a importé en France des pratiques sociales traditionnelles sud-américaines et les a adaptées à notre société moderne. C'est exactement ce type d'innovation dont nous avons besoin pour reconstruire du lien social. Thomas, maintenant âgé de 15 ans, suivait avec passion les activités de sa belle-mère et manifestait un intérêt croissant pour les questions sociales et humanitaires. Il avait créé au lycée un club de soutien aux jeunes immigrés, aidant ses camarades d'origine étrangère à s'intégrer et à réussir leurs études. Clara m'a appris, expliquait-il à son professeur principal, que la vraie richesse, c'est ce qu'on partage avec les autres, pas ce qu'on garde pour soi. Cette maturité précoce et cet engagement social de Thomas remplissaient Philippe de fierté. Il réalisait que Clara n'avait pas seulement transformé sa propre vie et celle de leur famille, mais qu'elle était aussi en train de former la génération suivante à des valeurs de solidarité et d'ouverture au monde qui perpétueraient son héritage bien au-delà de leur existence commune. L'automne apporta une nouvelle surprise. Clara fut nommée chevalier de l'Ordre national du mérite pour ses actions en faveur de l'intégration et de l'innovation sociale. Cette distinction, remise par le président de la République en personne lors d'une cérémonie officielle à l'Élysée, marquait la reconnaissance suprême de son parcours exceptionnel et de sa contribution à la société française. « Madame Dubois », déclara le président lors de la remise de décoration, « vous incarnez ce que la France a de meilleur, la capacité d'accueillir les talents du monde entier et de les transformer en richesse pour toute la nation. Votre histoire personnelle est un exemple pour tous nos concitoyens, qu'ils soient français de naissance ou d'adoption. Vous prouvez que l'intégration réussie enrichit notre pays autant qu'elle transforme positivement la vie des personnes concernées. » Philippe, présent dans l'assistance avec Thomas et Gabriel, ne put retenir ses larmes d'émotion en voyant sa femme recevoir cette reconnaissance officielle. « Voilà », murmura-t-il à l'oreille de Thomas, « la femme que nous avons eu la chance de choisir ensemble il y a maintenant 4 ans. Tu te rends compte du chemin parcouru depuis ce jour où tu m'as dit que c'était elle que tu voulais comme nouvelle maman. » Thomas, devenu un jeune homme élégant et réfléchi, sourit en regardant Clara serrer la main du président. « Papa, répondit-il, je crois que c'est le meilleur choix de ma vie, et probablement le tien aussi. » Cette complicité père-fils, renforcée par leur admiration commune pour Clara, témoignait de la solidité des liens familiaux qu'ils avaient construits ensemble. Le soir de la cérémonie, la famille se retrouva dans l'intimité du château pour célébrer cette distinction exceptionnelle. Esperanza Senior, maintenant complètement rétablie et devenue la grand-mère gâteau officielle de Gabriel, avait préparé un repas colombien traditionnel pour marquer l'événement. « Ma fille, dit-elle en levant son verre de champagne, aujourd'hui le président de la France t'a donné une médaille. Mais moi je te donne quelque chose de plus précieux, ma fierté de mère et ma certitude que tu continueras à rendre le monde meilleur autour de toi. » Gabriel, maintenant âgé de 15 mois et commençant à prononcer ses premiers mots dans un mélange touchant de français et d'espagnol, gazouillait joyeusement dans sa chaise haute, inconscient du caractère historique de cette soirée, mais participant à sa manière à la joie familiale générale. « Mama Clara, papa », répétait-il en tapant dans ses mains, ces premiers mots résumant à eux seuls l'essentiel, l'amour simple et inconditionnel qui unissait cette famille extraordinaire. L'hiver qui suivit fut consacré à l'expansion internationale des projets de Clara. Son concept de village solidaire intéressa plusieurs pays européens, et elle fut invitée à présenter ses innovations sociales dans de nombreuses conférences internationales. Philippe l'accompagnait souvent dans ses déplacements, découvrant avec elle l'Europe sociale et humanitaire, si différente du monde financier qu'il fréquentait habituellement. « Tu sais », confia Clara à Philippe lors d'un voyage à Bruxelles où elle présentait ses projets devant le Parlement européen. « Parfois j'ai l'impression de rêver. Il y a 5 ans, j'étais une immigrée sans papier qui faisait le ménage pour survivre. Aujourd'hui, je conseille des gouvernements sur les politiques d'intégration. C'est grâce à toi, Thomas,
à l'amour que vous m'avez donné que j'ai pu révéler ce potentiel que je ne soupçonnais même pas en moi. » Philippe la prit tendrement dans ses bras. « Clara, ce potentiel, tu l'avais déjà quand tu nettoyais les chambres du château. Ce qu'on t'a donné, c'est juste l'occasion de le révéler. Mais le mérite, c'est entièrement le tien. Tu as transformé cette chance en quelque chose de magnifique qui profite à des milliers de personnes. C'est ça, la vraie réussite. » Le printemps ramena avec lui une nouvelle heureuse. Esperanza Junior obtint son diplôme d'infirmière avec les félicitations du jury et décrocha immédiatement un poste dans l'un des meilleurs hôpitaux de Marseille. Cette réussite, fruit de années d'efforts soutenus et de l'aide financière de Philippe, symbolisait parfaitement la philosophie familiale des Dubois. Utiliser leurs privilèges pour permettre à d'autres de réaliser leurs rêves et contribuer positivement à la société. Clara dit « Esperanza Junior, lors de sa cérémonie de remise de diplôme, tu as été mon inspiration et mon modèle. Voir comment tu as réussi ton intégration en gardant tes valeurs m'a donné la force de persévérer dans mes études, même quand c'était difficile. Maintenant, à mon tour d'aider les autres, comme tu le fais avec ta fondation, mais moi, ce sera en soignant les malades. » Cette transmission des valeurs d'engagement social de génération en génération réjouissait particulièrement Clara, qui voyait se perpétuer l'héritage humaniste qu'elle s'efforçait de construire. Thomas, maintenant en classe de première, avait lui aussi trouvé sa voie. Passionné par les relations internationales et le développement durable, il envisageait de faire ses études supérieures dans ce domaine pour pouvoir ensuite rejoindre l'entreprise familiale et l'orienter vers des investissements encore plus responsables socialement. « Papa, » expliquait-il à Philippe, « ton argent, c'est un outil formidable pour changer le monde. Mais il faut l'utiliser intelligemment, comme Clara l'a fait avec sa fondation. Moi, je voudrais développer cet aspect de notre activité familiale. » Cette évolution de Thomas vers l'engagement social faisait la fierté de Philippe, qui réalisait que Clara avait non seulement sauvé leur famille de la tristesse et de l'isolement, mais qu'elle avait aussi transmis à son fils des valeurs qui feraient de lui un homme exceptionnel. « Thomas a gagné bien plus qu'une belle-mère, » confiait Philippe à son frère Antoine. « Il a gagné un modèle d'engagement et de générosité qui va influencer toute sa vie future. » Gabriel, quant à lui, grandissait dans cette atmosphère multiculturelle et cosmopolite qui caractérisait désormais la famille Dubois. À 2 ans, il parlait couramment français et espagnol, comprenait quelques mots d'anglais que lui enseignait Thomas et montrait déjà une curiosité remarquable pour tout ce qui venait d'ailleurs. « Regardez-le », s'émerveillait Esperanza Senior en voyant Gabriel jouer avec des enfants de toute nationalité lors d'une réception de la Fondation. Il ne voit pas les différences de couleur de peau ou de langue. Pour lui, tous les enfants sont pareils. C'est comme ça qu'on construit un monde meilleur. L'été de cette 5e année marqua un tournant important dans la vie de Clara. Elle fut approchée par l'UNESCO pour diriger un nouveau programme international d'aide à l'intégration des femmes migrantes dans le monde entier. Cette proposition prestigieuse impliquait de nombreux voyages et une responsabilité considérable, mais elle offrait aussi l'occasion d'étendre à l'échelle planétaire les innovations sociales que Clara avait développées en France. « Philippe, » dit Clara en lui présentant cette opportunité, « cette mission représente exactement ce dont j'ai toujours rêvé, pouvoir aider les femmes immigrées partout dans le monde. Pas seulement en France. Mais cela signifierait moins de temps en famille, plus de voyages, plus de responsabilités. Je ne veux pas prendre cette décision seule. C'est notre vie à tous qui serait impactée. » Cette délicatesse, cette habitude de toujours consulter sa famille avant de prendre des décisions importantes, témoignait de la maturité et de la sagesse que Clara avait acquises au fil des années. Philippe ne réfléchit pas longtemps. « Clara, tu es née pour ce genre de mission. Refuser serait un gâchis de tes talents et de ton expérience. Nous nous organiserons pour que la famille reste unie malgré tes déplacements. Et puis, Gabriel et Thomas ont besoin de voir leur mère réaliser ses rêves les plus ambitieux. C'est la plus belle leçon de vie qu'on puisse leur donner. » Thomas abonda dans le même sens. « Clara, tu dois accepter. Je suis assez grand maintenant pour t'aider avec Gabriel quand tu seras en mission. Et puis, on sera fiers de dire que notre mère sauve des femmes dans le monde entier. » L'acceptation de ce poste à l'UNESCO marqua l'apogée de la carrière de Clara, mais aussi le début d'une nouvelle aventure familiale. Philippe réorganisa ses activités professionnelles pour pouvoir accompagner sa femme dans certaines de ses missions, découvrant ainsi des pays et des cultures qu'il n'aurait jamais explorées dans le cadre de ses activités financières habituelles. Thomas, pendant les vacances scolaires,
rejoignait parfois ses parents dans leurs déplacements, apprenant sur le terrain les réalités de l'immigration et du développement international. Ces voyages familiaux, loin d'affaiblir leurs liens, les renforcèrent encore. Gabriel grandissait en citoyen du monde, s'adaptant avec une facilité déconcertante aux différents environnements culturels qu'il découvrait. « Notre fils », observait Clara, en voyant Gabriel jouer avec des enfants réfugiés dans un camp au Liban, il comprend instinctivement que l'humanité est une grande famille. C'est exactement l'état d'esprit dont le monde a besoin pour résoudre les problèmes migratoires. Au fil des mois, Clara développa pour l'UNESCO des programmes innovants qui révolutionnèrent l'approche internationale de l'intégration des femmes migrantes. Son expérience personnelle, combinée à ses compétences professionnelles acquises et à sa connaissance intime des difficultés rencontrées par les immigrés, lui permettait de concevoir des solutions pragmatiques et efficaces que les experts traditionnels, malgré leur formation théorique, n'auraient jamais imaginées. « Madame Dubois », lui dit le directeur général de l'UNESCO lors d'une réunion à Paris, « vos programmes obtiennent des résultats exceptionnels parce qu'ils sont conçus par quelqu'un qui a vécu de l'intérieur les problèmes qu'ils prétendent résoudre. Vous incarnez cette expertise du terrain que nous recherchons depuis des années dans les organisations internationales. » Cette reconnaissance professionnelle au plus haut niveau mondial confirmait que Clara était devenue l'une des spécialistes les plus respectées de son domaine. L'automne apporta une surprise de taille. Philippe et Clara apprirent qu'ils attendaient un deuxième enfant ensemble. Cette nouvelle, inattendue à leurs âges respectifs, remplit toute la famille d'une joie immense. « Un autre petit frère ou une petite sœur », exulta Thomas. « Gabriel va être ravi d'avoir quelqu'un avec qui jouer. » Et effectivement, Gabriel, maintenant âgé de 3 ans et parfaitement bilingue, manifestait déjà une excitation adorable à l'idée d'avoir un bébé dans la famille. « Philippe », dit Clara, en posant sa main sur son ventre, encore plat. « Tu te rends compte? Notre famille continue de grandir, de s'enrichir, de se diversifier. Cet enfant va naître dans un monde où l'amour dépasse toutes les barrières sociales et culturelles. Il aura un grand frère français, fils de milliardaire, un autre grand frère franco-colombien, une grand-mère colombienne, une tante infirmière. Quelle richesse! Cette diversité familiale, loin d'être source de complications, était devenue la plus grande force des Dubois. Philippe, maintenant, âgé de 67 ans mais rajeuni par l'amour et le bonheur familial, accueillait cette nouvelle paternité avec une sérénité teintée d'émerveillement. « Clara, chaque enfant que tu me donnes est un cadeau inespéré. Avec toi, j'ai découvert que l'amour n'a pas d'âge, que la vie peut toujours nous surprendre positivement et que les plus belles histoires commencent parfois quand on s'y attend le moins. » L'hiver fut consacré aux préparatifs de cette nouvelle naissance, mais aussi à la consolidation des projets professionnels de Clara, qui souhaitait pouvoir continuer ses missions UNESCO tout en s'occupant du nouveau bébé. L'organisation familiale, rodée par des années de vie commune harmonieuse, s'adapta naturellement à cette nouvelle configuration. Esperanza Senior, maintenant complètement intégrée dans la famille, se proposait déjà comme grand-mère à temps plein pour le futur bébé. Cette famille, observait le médecin de famille qui suivait la grossesse de Clara, est un modèle d'harmonie et d'équilibre. Chaque membre trouve sa place et contribue au bonheur des autres. C'est exactement le type d'environnement dont rêvent tous les enfants pour grandir épanouis. Cette remarque professionnelle confirmait que les Dubois avaient réussi à créer quelque chose d'exceptionnel. Une famille recomposée où l'amour authentique avait triomphé de tous les obstacles sociaux et culturels. La naissance de Sophia, car ce fut une petite fille, eut lieu par une douce matinée de printemps, exactement 6 ans après la première rencontre entre Clara et Thomas dans l'escalier du château. Cette coïncidence temporelle émut profondément Philippe, qui y vit un signe du destin, confirmant que tous les événements de leur vie s'étaient enchaînés selon un plan mystérieux mais parfait. Sophia, dès ses premiers jours, manifesta un tempérament paisible et souriant qui rappelait celui de son frère Gabriel, mais avec quelque chose de plus déterminé dans le regard qui évoquait la force de caractère de sa mère. « Regardez-la », disait Clara en allaitant sa fille. « On dirait qu'elle sait déjà exactement ce qu'elle veut dans la vie. Je parie qu'elle sera encore plus forte et indépendante que nous toutes. » Thomas, maintenant âgé de 18 ans et sur le point d'entamer ses études supérieures, regardait cette petite sœur avec une tendresse protectrice qui touchait toute la famille. « Sophia », lui murmura-t-il,
en la prenant délicatement dans ses bras. Tu as une famille extraordinaire qui t'attend. Papa qui t'apprendra la générosité. Clara qui t'enseignera le courage. Gabriel qui te montrera la joie de vivre. Et moi qui te protégerai toujours. Cette promesse solennelle d'un grand frère aimant scellait définitivement l'unité de cette famille, où les liens du cœur avaient remplacé ceux du sang. Gabriel, maintenant âgé de 4 ans, accueillit sa petite sœur avec un mélange d'excitation et de responsabilité qui amusait tous les adultes. « Moi, je vais lui apprendre l'espagnol et le français en même temps », déclarait-il gravement. « Comme ça, elle sera super intelligente comme Mama Clara. » Cette précocité linguistique et culturelle de Gabriel, fruit de son éducation multiculturelle, annonçait déjà le type d'adulte cosmopolite et ouvert qu'il deviendrait. L'été qui suivit la naissance de Sofia fut peut-être le plus heureux de l'histoire de la famille Dubois. Le château résonnait des rires d'enfants, des conversations en 3 langues, des chansons colombiennes d'Esperanza, Señor, et surtout de cette harmonie familiale si rare dans les milieux privilégiés où les rapports sont souvent compliqués par l'argent et les héritages. « Vous savez, » confia Philippe à Clara, lors d'une soirée d'été dans les jardins illuminés, « il y a 7 ans, quand j'ai demandé à Thomas de choisir sa nouvelle maman, jamais je n'aurais imaginé que ce choix transformerait à ce point notre existence. Tu n'as pas seulement rendu Thomas heureux, tu nous as tous rendus meilleurs. » Clara serrant Sofia endormie contre elle tandis que Gabriel jouait aux pieds de Philippe et que Thomas lisait un livre sur le développement durable, sourit avec cette sérénité profonde des femmes comblées. « Philippe, cette famille, c'est le plus beau projet que nous ayons jamais réalisé ensemble. Plus important que toutes mes missions à l'UNESCO, plus précieux que toute ta fortune. Nous avons créé un petit monde où l'amour dépasse toutes les frontières et nos enfants grandiront en sachant que rien n'est impossible quand on s'aime vraiment. » Ainsi se terminait cette histoire extraordinaire, commencée par le choix d'un enfant de 12 ans qui avait préféré l'authenticité d'une employée de maison colombienne au calcul sophistiqué de la haute société parisienne. Thomas avait eu raison. Clara était effectivement celle qu'il fallait choisir, non pas parce qu'elle était riche en argent, mais parce qu'elle était riche en amour, en courage, en générosité, et en cette capacité si rare de transformer chaque vie qu'elle touchait en quelque chose de plus beau et de plus précieux. Et voilà la fin de cette histoire extraordinaire. Cette famille a-t-elle réussi à vous émouvoir? Que retenez-vous de ce conte moderne où l'amour triomphe de tous les préjugés sociaux? N'hésitez pas à laisser un j'aime et à partager vos impressions en commentaire. Parfois, les plus belles histoires d'amour naissent là où on les attend le moins.